Faisons-nous les choses avec la BAN, la brigade anti-nécrophobie, Monsieur Franco, qui s'est clairement exprimé sur voilà, tous ces questionnements que le grand public ou le public spécialisé, voilà, toutes ces questions que les gens se posent sur la BAN. Voilà, comme je disais dans la première partie, voilà, nous connaissons, le grand public connaît la BAN par rapport à la commémoration de l'esclavage et les différentes expulsions et autres. Mais ça, nous en reviendrons. Maintenant, nous allons passer à l'interview pour ceux qui ne soutiennent pas la BAN. Comme disait un auteur dans son album Opéra Puccino en 98, dans le titre Vision de vie, t'as beau suer plus que les autres, les hommes veulent t'écraser de suite. Je suis de la race la plus haïe du monde, ça fout les jetons. J'ai le monde entier plus les frères qui veulent que je tombe. En effet, au risque de me répéter, mais très certainement, faute de voix qui s'élèvent, faute de personnes, faute de groupes, faute de collectifs qui s'indigneraient publiquement lorsqu'il y aurait acte délibéré, public de discrimination, certains pensent que des collectifs comme la BAN fabulent, abusent, extrapolent concernant la situation des Noirs en France. Certains pensent que le terme négrophobie n'est pas du tout approprié car ils estiment qu'il ne faut pas hiérarchiser les discriminations via les souffrances. Certains estiment que certes, il y a un peu de racisme, mais de là à parler de négrophobie, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Arrêtez de jouer les victimes. Comme je le disais précédemment, vous avez carrément sorti 3 ouvrages, dont Autopsie de la négrophobie, où vous décryptez, vous décrivez entre autres les comportements anti-noirs, voire négrophobes, et voilà, tu argumenteras. Ma question est la suivante. Fabulez-vous, finalement la négrophobie n'est-elle pas une construction personnelle, une illusion que vous vous faites, car vous êtes peu, voire quasi seul, à mener ce combat? Effectivement, on est peu, voire quasi seul, si ce n'est que des gens le mènent dans leur tête, mais n'osent pas l'avouer dehors. C'est-à-dire, après, l'exercice qui est difficile à faire, c'est de passer de la pensée aux actes. Et c'est vrai que ce n'est pas un exercice qui a été facile pour moi aussi et pour les autres qui m'accompagnent, parce qu'on est seul contre tous. Et à un moment, il faut avoir, je dirais, une sorte de courage, parce que la courage, c'est quoi? C'est le courage de s'afficher. Il faut savoir qu'on sait déjà qu'on va être peu à affronter une multitude et que ce monde nous a appris à croire que ce qui comptait, c'était quand c'était suivi par des millions. Et nous, on est une poignée à chaque fois qu'on intervient, jamais assez. Mais on a appris à fonctionner au-delà de ce que les gens pensent de nous. L'essentiel, c'est qu'on a l'impression de servir une chose qui est, en tout cas, un combat qui est juste, un combat qui en tout cas, de poursuivre la lutte qu'ont mené nos ancêtres, femmes et hommes, depuis l'esclavage et suivi par la colonisation et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on essaye modestement d'apporter notre pierre à l'édifice. Sur votre site, vous faites état de vos actions. On remarque que la quasi-totalité d'entre elles se résume à des opérations coup de poing, donc on va dire à court terme. En clair, dès qu'il y a un fait médiatique qui relève d'une discrimination à l'encontre des Noirs, vous vous indignez immédiatement et médiatiquement aussi. Et le reste du temps, que faites-vous? Faites-vous un travail en profondeur, un travail au quotidien, un travail de terrain avec ces mêmes populations que vous prétendez défendre? Ou êtes-vous à l'affût du moindre faux pas médiatique de certains pour ainsi agir et faire parler de vous médiatiquement? Ok. Disons que notre vocation première, c'est de faire un travail de fond. Malheureusement, dans la vie, on est souvent confronté à la réalité. C'est-à-dire que, je donne un exemple, on a envie d'avoir une très belle maison, on envisage de la construire, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, on se rend compte que les moyens qui sont mis à notre disposition ou la réalité du terrain ne nous permet pas d'avoir la maison ou le projet qu'on envisageait. Donc, on doit l'envisager à la baisse. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les forces ennemies qui s'opposent à nous. Et ces forces ennemies minent un terrain principal que peu de gens imaginent. C'est-à-dire que la colonisation actuelle colonise un tout nouvel État. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ce n'est pas un état physique cette fois-ci. Ce tout nouvel état, c'est notre cerveau. Et c'est ça que l'État français en particulier et les États impérialistes en général colonisent, le cerveau, nos cerveaux, de manière à nous coloniser de l'intérieur. Comme ça, il n'y a même plus besoin de nous forcer à nous soumettre. Il suffit qu'ils nous programment à nous renier
et on va nous-mêmes reproduire le programme qui justifie avec de mauvais termes notre domination. Et par rapport à cela, il faut comprendre que c'est pas l'Afrique qui est prioritairement minée. Si elle est minée d'un point de vue extérieur ou apparent, mais ce qui est miné, c'est la spiritualité des Africains partout dans le monde. Quand je dis des Africains partout dans le monde, c'est sur le continent aussi bien que dans la diaspora. C'est la spiritualité, la culture des Africains partout dans le monde. C'est ça qui est miné partout. Donc vous comprenez que faire un travail de fond dans cette condition où vous avez des États impérialistes qui ont parfaitement conscience que tant qu'ils contrôlent nos esprits, ils auront les matières premières, parce que le jour où ils ne contrôlent plus nos esprits, il n'est plus possible qu'on mette sous tutelle nos matières premières, notre culture, notre spiritualité, etc. Et ce jour-là, ils échouent. Donc en gros, l'Occident nous domine non pas par la force, mais par l'idéologie, par le mensonge. Et tant qu'il nous raconte un mensonge qui les rend supérieurs et nous rend inférieurs, c'est ce qu'on a identifié comme étant le syndrome Tarzan, on n'est pas prêt de connaître la victoire. Donc effectivement, il est difficile de mener le travail de fond, mais on estime que pour parler aux gens, il faut qu'il y ait des choses qui les accrochent. Et c'est vrai que les actions de terrain, c'est-à-dire comment quelqu'un pourrait accepter d'entendre ce qu'on a à dire s'il ne nous verrait pas agir? Il se dirait, mais... Ça veut dire que oui. Concrètement, oui. Tu vois, comme je t'ai dit, ceux qui se posent des questions sur la banne ou qui la soutiennent pas en tout cas, ils se disent quoi? Ils se disent, la banne, à part faire leurs actions coup de poing, aller sur le terrain, aller aux commémorations de l'esclavage, après, j'ai des choses aussi importantes. Oui, bien sûr. Dans les immeubles où il y avait beaucoup à la Courneuve et autres, ces immeubles où il y avait des expulsions avec les vidéos qu'on a vues qui étaient très très... Moi, il y a une vidéo qui m'a marqué avec un bébé qui était accroché derrière une maman. Ça m'a choqué. Même aujourd'hui, j'en parle, même je suis choqué encore. Concrètement, regarde, les Black Panthers à l'époque faisaient un travail de terrain aussi. En plus, c'était une Amérique très raciste et très violente, qui est encore aujourd'hui. Et arriver aussi à développer des programmes vis-à-vis des enfants le matin, ou voilà, des programmes d'aide aux devoirs, des programmes de ramener de la nourriture à leur communauté et autres. Et concrètement, là-bas, hormis faire ces opérations coup de poing, est-ce que, à côté, quand je parle de travail de fond et travail de terrain, est-ce que vous arrivez à développer des espèces de programmes comme ça? En particulier, parce que le combat vis-à-vis de la négrophobie, c'est un combat qui en vérité se mène beaucoup dans les quartiers. Parce que dans les quartiers, il y a beaucoup de communautés noires, ou même d'autres communautés que les noirs. Et c'est dans ces quartiers-là que, au même titre que des associations font des maraudes ou attrapent des groupes de jeunes pour faire des activités avec eux pour les sortir du quartier, ou même des groupes de lecture. Est-ce qu'il y a ce genre de choses qui se fait? Est-ce que la BAN fait ce genre de choses? C'est-à-dire que la BAN a pu faire ce genre de choses de manière occasionnelle, notamment, comme tu l'as cité, à la Courneuve, dans d'autres considérations, mais dans des périodes limitées dans le temps. Pour la simple et unique raison que mener des combats sur le terrain et mener des combats aussi sur le plan de l'éducation, etc., ça demande, c'est chronovore, ça bouffe du temps, etc. Et ça demande aussi que des gens s'investissent. Or, les gens veulent l'évolution, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que le jour où on connaîtra la victoire, et je ne parle pas de la brigade anti-négrophobie seulement, mais tous ceux qui luttent pour essayer d'avoir un monde plus juste, le jour où on aura la victoire, il est évident que ceux qui n'osaient pas se mouiller réclameront aussi cette part de victoire et les avantages qu'elle leur procure. Mais en attendant, pour se battre, pour obtenir ces avantages qui sont en fait des droits véritables, peu de gens sont prêts à mouiller le maillot. Je tenais à dire aussi que, ayant beaucoup de respect pour toutes les actions de terrain qui visent à apporter des choses à la jeunesse, etc., je tenais à dire qu'il y a aussi un aspect très limité et pervers c'est comme l'humanitaire d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre créer de l'activité ou apporter des choses aux jeunes et changer véritablement ce qu'il y a dans leur tête. Et nous, c'est dans ce cadre-là qu'on aimerait agir. Il est clair que si c'est pour faire de l'animation, on a plein d'animateurs, et je ne dis pas que c'est ce qui est fait ici. Je dis bien que ça demanderait, ce sujet-là, à lui seul, demanderait une interview spéciale pour qu'on puisse développer, parce qu'en fait, on croit que, par exemple, il suffit d'apporter une forme de bien-être à un jeune
pour le sortir de la réalité oppressive du racisme, mais en fait, il faut carrément changer son état d'esprit, sa mentalité, ce qu'il a appris. Il faut lui apprendre à remettre en cause les fondements même du système et les fondements même de la pensée que ce système lui a inoculé, etc. C'est un très, très gros travail. Voilà, qui ne se base pas sur l'apparence. Après, c'est clair qu'on est tout à fait conscient du fait que dans les quartiers, il y a de l'occupationnel, il y a beaucoup d'institutions mènent des programmes ou des projets, ne serait-ce que pour occuper, et pour occuper des subventions qui, via le fait d'être dans une zone prioritaire, comme beaucoup de mairies se battent pour être en zone prioritaire. Ce cercle vicieux de... oui, on est là pour aider les jeunes de quartier, mais à côté, il nous faut quand même un quota de jeunes, de personnes en difficulté pour bénéficier de subventions. Oui. Mais tout ceci sera le fruit d'un autre débat. Tout à fait. Fin de la 4e partie. Très bien. Disons-nous les choses. 5e partie. Donc, nous avons parlé de diverses choses. Notamment, quelques termes qui sont revenus. Franco parlait de cette espèce de nouvelle, ou même, je dirais pas nouvelle, mais cette colonisation qui aujourd'hui, qui consiste à coloniser nos cerveaux. Il parlait du fait que, aussi, il a évoqué le fait que, au jour d'aujourd'hui, si la BAN, fait des, hormis ces opérations coup de poing, fait d'autres projets autres, c'est-à-dire, peut-être des programmes pour la jeunesse et autres, c'est parce que aussi, il a évoqué le fait que peut-être qu'il manque aussi d'effectifs. Chose qui aujourd'hui est réelle. Nous manquons tous d'effectifs et pas assez de volontaires pour concrètement aider nos gens. À présent, nous allons passer à d'autres questions. Nous savons tous que l'époque des grands hommes prêts à prendre une balle, prêts à mourir pour leur peuple, est révolue. Lumumba, Sankara, Malcolm X, Martin Luther King, Steve Biko, pour ne citer que. Vos agissements, en fin de compte, ne sont-ils pas la résultante d'une espèce de nostalgie, ou plutôt d'une envie de vivre une époque que vous n'avez pas vécue, l'époque des combats pour les droits civiques? Non, c'est-à-dire que de l'extérieur, je comprends qu'on puisse voir les choses comme ça, mais de l'intérieur, absolument pas. En fait, c'est une forme de vision rationnelle de ce que devrait être la justice. Et quand je vais parler de croyance, et quand je parle de croyance, je n'évoque pas Dieu. Je n'aime pas évoquer Dieu pour la simple raison que chacun l'interprète comme il veut. Donc, je n'entrerai pas dans l'interprétation que chacun a de Dieu. Mais par contre, si on parle de croyance, rien n'est impossible. C'est-à-dire que si on estime que quelque chose est injuste, il est inadmissible qu'on laisse cet état d'injustice se perpétrer, sinon on devient complice. Or, je peux assurer que nombre d'entre nous se prétendent croyants, mais si on regarde la manière dont ils se positionnent face à l'injustice, ne le sont véritablement pas. C'est-à-dire qu'il faut accepter de sonder, et quand je parle de croyance, c'est au sens vraiment large. C'est-à-dire le fait de croire en une cause, en un combat, en un idéal, etc. Si on y croit vraiment, on doit se battre pour que cet idéal soit. Et c'est dans cette ligne-là que nous, on essaye d'être, et non pas dans un idéal de mimétisme. On pense que ceux qui étaient avant nous, bien sûr, nous inspirent, et ça, on ne le renie pas, et bien sûr, on s'inspire d'eux pour aiguiser notre expérience, mais ce qu'ils ont fait, ils devaient le faire. Et nous, on ne peut pas trahir justement les sacrifices qu'ils ont faits pour qu'on ait le peu qu'on a, mais ce peu-là n'est pas suffisant. Et c'est dans cette ligne-là qu'on essaye avec nos moyens, nos modestes moyens et le peu de courage qu'on arrive à extirper de nous-mêmes, parce qu'effectivement, il y a aussi une part de lâcheté, parce que sinon, on pourrait faire beaucoup plus. Déjà, par exemple, se confronter de manière beaucoup plus franche face à un système injuste, qu'il soit armé ou pas. Parce que voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le temps où ces gens étaient prêts à prendre une balle n'est pas révolu, en fait. C'est-à-dire que c'est nos cerveaux qui sont retournés à l'envers. Si on remet nos cerveaux à l'endroit, je vous garantis, la force, c'est pas l'argent, c'est pas ça. C'est que des millions de personnes en même temps disent non en même temps. Il suffit de ça. Dans les banlieues. S'ils ont aussi peur des banlieues, c'est pas parce que leur fausse propagande, il y a des dealers de drogue, etc. C'est parce qu'ils savent le potentiel révolutionnaire qu'il y a en banlieue. Comme dans les gangs, parce que les États-Unis sont hyper médiatisés, ce qu'il y a en banlieue, ce sont en fait des révolutionnaires qui s'ignorent. Mais ils mettent c'est-à-dire, c'est un peu l'histoire du rap. Le rap visait à utiliser la violence de manière constructive, de manière à ce qu'elle permette aux gens de construire plutôt que de s'auto-détruire. Mais Franco, tu penses pas que
Tu vois, la communauté noire, ou même d'autres, mais la communauté noire, vu qu'on la connaît assez bien, souffre pas de certains mots. Je m'explique. Il y en a beaucoup qui se mettent en valeur à travers des causes nobles, soi-disant pour le faire pour les gens, pour leur peuple, mais en fait ne le font que pour eux-mêmes, pour être populaires. Parce qu'aujourd'hui, on souffre beaucoup de ça, d'où le fait que beaucoup de gens fassent des actions, chacun de leur côté, créent des entités qui grossissent, mais qu'à un moment donné, voilà, des entités qui grossissent, mais des entités qui sont soutenues par l'État, et à un moment donné, l'État sert de toi, et quand il n'en a plus besoin, tout s'essouffle. Et tu parlais de la vraie force, ce n'est pas l'argent, mais tu te dis pas que, concrètement, à un moment donné, lorsque, voilà, beaucoup de personnes de la communauté, on va dire, noire ou même autre, on va dire la communauté des quartiers, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, une fois qu'ils se seront unis un jour, idéal, enfin, je suis idéaliste quand je parle, mais il y a des choses qui sont fort probables. Le jour où ces gens issus de quartiers créeront une force économique, tu te dis pas que là, l'État va nous parler autrement, parce que concrètement, l'État, lorsqu'il nous regarde, il se dit, bon, voilà, ces gens-là, on leur donne des petites aides par-ci par-là, même si c'est des aides qui nous sont dues, parce que les subventions, c'est à nous. Tu vois. Mais ils se disent, tant qu'ils sont divisés, il n'y a pas de souci. Mais la chose, c'est qu'une fois qu'on est unis, et même quand on est divisé, ils nous voient comme un socle électoral. Et maintenant, si ce socle électoral, en plus, a une force financière, un capital, genre, il y a des gens qui, à un moment donné, ont développé des sociétés qui capitalisent à des millions, ou même pas forcément des millions, mais des milliers. Dis pas que là, ils vont nous parler vraiment autrement. C'est-à-dire que là, on va avoir un échange entre guillemets, d'égal à égal. Okay. Ça dépend comment on considère le rapport d'égal à égal. Si ce rapport d'égal à égal veut dire qu'on doit ressembler à celui qui nous domine. Non, l'assimilation, là, je parle vraiment de mon truc. Je ne dis pas que c'est ce que tu dis. Je dis justement, c'est la rhétorique ou en tout cas la vision que beaucoup de gens ont à l'extérieur. Donc, je réponds vraiment à ça. Donc, si cet égal à égal, c'est finalement ressembler à celui qui maîtrise les rênes du système dominant, ça veut dire qu'on accepte de prolonger la logique criminelle de ce système-là. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, le cadre de votre émission est très intéressant. Il s'appelle Palabrocho parce qu'il revient à certaines valeurs. Entre autres, en tout cas, il s'appelle comme ça. Il revient à certaines valeurs. Ce que je veux dire, c'est que la question d'obtenir un capital pour se faire respecter veut dire qu'on se fait respecter selon les règles d'un jeu qu'on nous a imposé. C'est pour ça que, pour ma part, je respecte le peuple asiatique, mais je ne respecte pas la manière dont... à l'heure actuelle, ils sont en train de peser parce qu'à l'heure actuelle, leur manière de peser fait qu'ils sont aussi parmi les premiers pollueurs du monde. Qui dit premier pollueur du monde veut dire les premiers destructeurs de la planète. Or, un Africain sait que tu ne peux pas tuer celle qui t'a accouché. Et la terre est la première chose qui nous a accouchés. Donc, il faut comprendre ce que veut dire entrer dans des considérations économique d'une telle ampleur. Ça veut dire que ça renie notre spiritualité profonde. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, finalement, on finit par croire qu'ils vont nous reconnaître d'égal à égal, mais sur les règles d'un jeu qu'ils auront imposées. Et moi, je pense qu'il faut changer les règles de ce jeu. Oui, je suis d'accord avec toi qu'il faut les changer. Mais c'est un grand combat, ça. Tout à fait. En plus du combat de la négrophobie, c'est un grand combat. C'est-à-dire que le jeu qui est installé depuis certains siècles, c'est un jeu qu'on même ont installé se basant sur nous-mêmes, les civilisations africaines et autres. C'est-à-dire ils ont tout pillé, ils ont tout pris, et ils ont dit, vas-y, nous on a créé la civilisation qui, soi-disant, est la civilisation la plus évoluée, alors qu'eux-mêmes, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte ou même dans d'autres empires comme celui du Mali ou même d'autres, ils ont vu que les gens étaient déjà organisés, étaient déjà avancés et avaient déjà une organisation, alors que en Europe, il y avait des civilisations qui étaient encore à l'époque assez barbares, assez primitives, entre guillemets, tu vois. Et tu te dis pas que ce combat-là, déjà il faut arriver à un certain palier déjà, tu vois. Et c'est clair qu'il faut changer les règles du jeu, tu vois, mais il faut déjà arriver à un certain stade, parce que regarde, même l'ère de la guerre, l'argent, on contrôle même, la communauté noire ne contrôle pas sa monnaie. Le franc CFA, c'est-à-dire il y a vraiment un grand combat à mener
avant d'en arriver à ce que tu dis. C'est vrai. Alors, je dirais que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ça, c'est un adage qui est tout fait et qu'on récite sans l'avoir interrogé. Parce que le vrai nerf de la guerre, c'est pas l'argent, en fait. L'argent, si on résume, entre le papier peint qui est sur le mur et le papier qui forme un billet de 50 €, la seule différence, c'est le dessin. En fait, l'argent, c'est du papier ou alors des petits bouts de ferraille. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas l'argent qui est le pouvoir, en fait. C'est la force de conviction qui a réussi à convaincre la majorité d'entre nous, voire l'extrême majorité d'entre nous, que ce bout de papier avait du pouvoir au point de pouvoir acheter nos vies, de l'or, du pétrole, tout ce dont l'Occident a vraiment besoin alors qu'il n'a rien. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'adage qui dit aussi la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Donc la plus grande ruse du diable aussi, c'est d'avoir fait du continent le plus riche, d'avoir convaincu le continent le plus riche qu'il est le plus pauvre. C'est en cela que je dis que, ok, ce qu'on appelle ici, et ça ce n'est que mon avis, ce n'est pas une certitude, donc chaque avis est respectable, ce qu'on appelle des paliers de transition seront en fait des cadres des espaces aliénants. Parce qu'en entrant dans certaines conceptions du monde, si on entre dans la manière dont ils gèrent l'économie, je veux dire, on entre dans une certaine logique de compréhension du monde qui oblige pour faire des bénéfices à justifier certains méfaits. Et donc, on entre dans une logique qui ne nous correspond pas en tant que noir d'une manière profonde. Je m'explique très simplement et je terminerai par cela. C'est si on prend quand les Occidentaux ont rencontré les Noirs, et je différencie toujours le racisme d'État et le peuple blanc. C'est-à-dire le peuple blanc est aussi aliéné, mais différemment. Donc, quand ils ont rencontré les Noirs, ils décrivaient ces Noirs comme des gens qui priaient avant de couper un arbre, comme des gens qui priaient avant de tuer un animal et croyaient qu'ils voyaient Dieu dans l'arbre, Dieu dans l'animal, etc. Alors qu'on voit que là-dedans, il y a en fait quelqu'un qui dit je suis désolé à l'arbre parce que je vais devoir te couper parce que j'en ai besoin pour faire des médicaments. Je suis désolé à l'animal, je vais devoir te tuer parce que j'en ai besoin pour nourrir ma famille, etc. Donc, il y a une logique de l'écologie qui est intégrée dans l'éducation même de l'individu qui fait que ce genre de personne avec ce système de pensée-là ne peut pas en arriver à détruire la planète. Ce que je veux dire, c'est que tu as dit un truc très important, c'est que ce n'est pas un petit combat. Effectivement, c'est un grand combat. Le problème des gens, c'est qu'ils voient la brigade anti-négrophobie dans le prisme qu'a imposé le système occidental qui fait qu'on va calquer ça aux combats radicaux, au ceci. On croit qu'on voit au sens large, mais on voit déjà dans les cases qu'on nous a imposées. Effectivement, c'est un grand combat parce que le racisme, la lutte contre le racisme, c'est le plus petit de nos combats. Notre combat, en fait, ne s'appelle même pas l'antiraciste, c'est la lutte décoloniale, la décolonisation des esprits. Et on pense que le racisme n'est qu'un point de détail dans la logique destructrice du système occidental qui a pour finalité inconsciente la destruction de la planète. Pour finir avec cette partie et rajouter ce que tu dis, voilà, ce que beaucoup pensent, c'est qu'il faut déjà commencer par un petit combat avant d'en arriver. Parce que ce que tu dis est la finalité. Mais avant d'en arriver à notre finalité, il faut... comme tu le sais, se fixer des objectifs et franchir palier à palier. Alors, ce petit combat, c'est éduquer nos jeunes pour qu'ils changent d'état d'esprit. Et c'est pas se faire beaucoup d'argent, parce que se faire beaucoup d'argent, de mon point de vue, voilà, c'est l'éducation, ça c'est un petit combat. On peut résister chacun chez nous en vérifiant comment nos enfants apprennent à l'école, leur apprendre à lire entre les lignes des mensonges qu'on leur apprend. C'est clair que moi, quand on te parle d'argent, nerf de la guerre, c'est un des nerfs de la guerre. Le véritable nerf de la guerre est à la maison. L'éducation de nos enfants. Si tout le monde se met à éduquer les enfants d'une manière convenable, là, on va créer quelque chose de fort et quelque chose de dur et de durable. Si je peux dire un tout dernier mot, c'est que tu as tout à fait raison là-dessus et je dirais que je sais par expérience que beaucoup de parents sont admiratifs du combat de nos héros, du genre et héroïnes, Négresse Solitude, Malcolm X, etc. Mais personne n'éduque vraiment ses enfants pour qu'ils relaient ce combat-là dans l'intimité, ou rares sont ceux qui le font. Voilà, il faut se prendre en main si on veut vraiment changer les choses. Il faut oser préparer nos enfants à être les guerriers de demain. DNLC, disons-nous les choses. Fin de cette partie. Je représente la banlieue sud Grigny 350.